Alors ça fait les gros titres dans la presse, il faut qu'on en parle sur Boursorama. On sait que Sanofi veut vendre le Doliprane à un fonds américain, ce qui provoque de nombreuses réactions politiques, notamment sur cette question de perte de souveraineté industrielle et sanitaire, donc dans la fabrication de deux médicaments si chers à Emmanuel Macron. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Certains semblent découvrir le dossier, alors qu'en fait il est sur la table depuis un petit moment. Ah oui, il est sur la table depuis plus de presque un an. Souvenez-vous de cette publication des chiffres trimestriels, troisième trimestre de Sanofi, c'était l'année dernière en octobre. D'ailleurs, on s'en souvient parce que ça avait occasionné une chute de près de 19% du laboratoire, notamment parce qu'il annonce à l'époque une revue stratégique de ses actifs, un nouveau plan, Play to Win, et puis surtout l'abandon de 32% de marge opérationnelle de ses activités à horizon 2025. Donc ça, c'est mal passé. Et à l'époque, finalement, une des rares nouvelle vue comme positive par le marché, c'était effectivement la vente de son activité santé grand public. Alors, il n'y a pas notamment, parce qu'effectivement tout le monde parle, il y a une hyper focalisation sur le Doliprane, mais pas que le Doliprane, donc il y a effectivement des produits contre les allergies, le rhume, la toux, les diarrhées, la constipation, on peut parler de vitamines, de compléments alimentaires, etc. On parle d'ailleurs, si vous voyez dans le jargon de division OTC, OTC c'est pour over the counter, par-dessus le comptoir, tout simplement les médicaments sans ordonnance. Ben voilà. Et donc à l'époque, David, souvenez-vous, on évoque plutôt une introduction en bourse qui arriverait au plus tard, à l'époque, au 4e trimestre 2024, ou peut-être une vente à un fonds. Voilà, le dossier est sur la table, donc depuis depuis un an. Il ne sort pas de nulle part. Il sort pas de nulle part. Voilà. Le nom de cette division de santé grand public, c'est Opella, oui. Et le nom, franchement, dit pas grand-chose, à mon avis, à personne. Pourtant, les médicaments qui sont produits sont plus connus, évidemment, il y a le Doliprane. Il y a le Doliprane, vous savez combien, là pour le coup j'avoue que je suis tombé de ma chaise, vous savez combien de boîtes de Doliprane sont écoulées sur le marché français par an? C'est en millions. C'est en millions, dites un chiffre. 20, 10, je sais pas. Ouais, 450. Ah 450 millions de boîtes de Doliprane par an. Donc Français, gros consommateur. Absolument incroyable. Donc c'est une absolue success story en France, un petit peu moins dans les autres pays. Mais vous avez raison, il n'y a pas que le Doliprane, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a Novanui, Allegra, Malox, Lysopaïne. Un mal au ventre. Voilà, Lysopaïne, quand un petit mal de gorge, Dulcolax. Et surtout, Opella, c'est plus de 10 000 salariés, 11 000, une présence dans 150 pays. Donc c'est quand même un acteur important dans ce domaine. Qu'on comprenne et que je comprenne ce qui motive Sanofi dans cette vente des produits grand public, OTC, over the counter. Oh bravo, quel bel accent. Tout simplement, en pharmacie, mais sans ordonnance. Exactement. Tout simplement la volonté de se recentrer, il l'a dit, Paul Hudson, le dirigeant de Sanofi, sur un petit peu le cœur de métier de Sanofi. Il veut aller vers les vaccins, vers l'immunologie, les maladies rares, la neurologie. Et donc, il y avait l'idée d'être focalisé sur les traitements les plus innovants, aussi potentiellement les plus rémunérateurs, de faire de la vraie pharma, parce qu'il faut bien le dire aussi, dans ces divisions de santé grand public, on est plus sur du marketing que sur du médicament. Donc ça, on va y revenir, mais c'est quand même une précision importante. Et puis, il faut dire aussi que Sanofi n'est pas le premier laboratoire à se lancer dans l'exercice, et d'autres l'ont précédé. L'exercice, c'est de sortir du giron. Exactement. Sa division de santé grand public. GSK l'a fait en 2022. Il a séparé. GSK, oui, GlaxoSmithKline. Vous voyez, je ne voulais pas le dire. Il a séparé sa division de santé grand public. C'était Aleon. Là aussi, on a des marques phares. On a Sensodine, Voltaren, Nicorette. Aleon, il est alors valorisé 35 milliards de dollars. Et puis, on a un autre groupe aussi qu'il a fait, c'est Johnson & Johnson avec Kenvue. Donc voilà, on va avoir ces acteurs qui se retrouvent en concurrence, sachant que les deux que je viens de citer sont beaucoup plus gros en termes de revenus, 2 fois et 2,5 fois plus gros qu'Opella, pardon. Ouais, et très tôt, viennent frapper à la porte ce qu'on appelle des fonds de private equity, il faut expliquer ce que c'est, qui viennent là, qui regardent le dossier. Exactement, des spécialistes du non-coté, effectivement, que ça intéresse. Alors, il y a toujours sur la table au début de l'année l'option introduction en bourse et ou vente à un fonds, mais il y a beaucoup de monde qui tape à la porte de Sanofi. Alors, certains, c'est un peu de l'ordre de la rumeur, mais visiblement, il y aurait Blackstone, Equity, Advent International, Bain Capital, CVC Capital Partners. Ah oui, les plus gros. Donc, en gros, les plus gros se pressent autour
autour d'Opella, avec une valorisation à l'époque, donc je vous parle de ça, on est début de l'année 2024, qui est autour de 20 milliards de dollars, c'est ce que nous dit JP Morgan qui fait une note sur le sujet. On sent bien à l'époque que finalement la tentation de vendre à un fonds commence à l'emporter aux yeux de Sanofi, parce que finalement c'est assez simple, plutôt qu'une introduction en bourse. Et donc c'est un autre fonds d'investissement qui sort du chapeau, voilà. CDR, que je ne connaissais pas, qui emporte la mise pour plus de 15 milliards d'euros. Mais au départ, si on reprend effectivement la valorisation de JP Morgan, on a perdu 20 milliards. 5 milliards. Voilà, donc de 20 milliards, on passe à 15. Oui, exactement. Et pourtant, ce qui semblerait, et là je me fie pour le coup aux infos qui sont sorties dans les Échos, j'étais pas dans le secret des négociations, mais le prix aurait été un élément déterminant dans le choix de Sanofi par rapport à PAI Partners, qui était le fonds en face, qui est un fonds français qui avait apporté visiblement des garanties assez importantes, notamment d'un point de vue de l'emploi ou social, mais dont le prix visiblement était un petit peu moins bon. Si on regarde les ratios de valorisation, Alpha Value nous dit que en fait on a une décote en termes de multiples de chiffre d'affaires 2024, on serait à 2,9 fois pour Opella par rapport à ses concurrents Aleon à 3,7 et Kenvue à 3,1, donc un petit peu moins valorisé. Dire aussi que pour le moment, Sanofi a signifié son accord à CDR, mais on n'est pas encore rentré complètement en négociation exclusive. Bon, voilà, je le disais en introduction, il faut revenir là-dessus. Ça fait couler beaucoup d'encre, notamment dans le personnel politique. On sait qu'Emmanuel Macron avait dit que les médicaments soient produits en France. Déjà d'un point de vue du consommateur et de l'investisseur. Et après, on parlera de la polémique. Alors, on va faire déjà du côté de l'investisseur et après du consommateur. Déjà, investisseur, on va regarder, tiens, finalement, ce que donnent ces filiales introduites en bourse. On peut se dire, est-ce que c'est dommage de ne pas avoir pu, finalement, participer à l'introduction en bourse? Vous savez que c'est Boursorama, on aime bien les intros. Donc, on a regardé ce qu'ont fait Aleon et Kenvue. Alors, Aleon, ils font à peu près plus 10% par rapport à leur cours d'intro en 2022. Kenvue a été introduit en mai 2023 à 22 $, on est à 21,50 $. Donc on n'est pas non plus dans des cours qui se sont pas effondrés, mais qui n'ont pas non plus affiché une très grosse plus-value. Ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, pour le consommateur, on entend un petit peu, David, de tout et n'importe quoi depuis 2 jours. Donc, on va essayer de préciser les choses. Déjà, effectivement, le Doliprane, c'est une marque. C'est pas un traitement. Le traitement, c'est le paracétamol. Ce qu'il faut voir, je l'ai dit, c'est que la filiale grand public, on est plus dans une dimension de marketing et pas de pharma. Mais c'est produit en France, à Lisieux. C'est produit en France, à Lisieux. Mais qu'est-ce qui est produit en France, David? C'est pas le principe actif. Ce que fait le site de Lisieux et le site de Compiègne, c'est d'assembler, c'est d'ajouter les excipients au principe actif, de vous mettre ça dans une petite plaquette en aluminium, de vous mettre ça dans une jolie boîte en carton et de vous amener ça. Donc en fait, le principe actif, il vient d'où? Il vient de Chine ou il vient d'Inde, en fait, à l'heure actuelle. Donc ce débat-là de dire mon Dieu, on est en train de perdre une souveraineté, rassurez-vous, le principe actif, on l'a déjà perdu. On l'a déjà perdu. Et on parle d'une molécule, David, qui voit son origine autour des années 1890. Donc, elle a 100 ans d'existence. C'est quand même très utile au quotidien. Elle est très utile au quotidien, mais ce n'est pas une molécule qui soigne. Donc, elle est largement génériquée. Ouais. Vous pouvez la trouver dans d'autres marques, elle est largement génériquée, vous pouvez trouver des alternatives. Il y a peut-être juste un sujet encore un petit peu plus spécifique pour les enfants, notamment les nourrissons avant 3 mois, où pour le coup, on va toujours préférer donner du paracétamol et non pas du Doliprane en première intention. Mais voilà, il n'y a pas une souveraineté. On pourrait rajouter aux gens qui sont inquiets que le groupe Séquence, qui est spécialisé dans la fabrication de principes actifs, et non pas là encore de médicaments, est en train d'installer cette usine à Péage-en-Roussillon, dans laquelle on a investi beaucoup et qui va refabriquer du principe actif, dans lequel d'ailleurs Sanofi s'est engagé à lui en acheter une partie. Ouais. Donc il faut peut-être un petit peu se calmer autour de ça, dire aujourd'hui que effectivement la question des principes actifs, elle est très judicieuse. Mais David, je vais oser un parallèle. Quelle est l'autre filiale que Sanofi a sortie sur les principes actifs de son giron? C'est EuroAPI, avec le succès qu'on connaît, où on s'est rendu compte que là aussi, finalement, il y avait beaucoup de concurrence et qu'on n'était pas forcément dans l'innovation. J'entendais votre invité avant sur le plateau, elle dit c'est incroyable, dans cette campagne, on n'a jamais parlé d'innovation. Et là, on est en train de se battre de nous parler de souveraineté nationale sur une molécule qui a plus de 100 ans et qui est génériquée. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le bon combat à faire. Bon. Alors, il faut donc comprendre cette effervescence, cette ébullition, cet émoi, notamment politique, après
sur cette affaire-là, après les débats qu'on a eus sur les enjeux de souveraineté, à la fois industrielle et sanitaire, et notamment aussi, c'est connexe mais c'est lié, le risque de casse sociale. Voilà, alors c'est ça. Je veux dire, qui n'est pas exclu, pardon, à ce stade. Non, ouais, et c'est là où on peut se poser la question, de dire effectivement, il y a différents sites. Vous savez qu'au début, quand tout se passe toujours bien, on fait des promesses, on signe des garanties sur l'emploi, et puis finalement, 5 ans après, on délocalise les sites. Là-dessus, effectivement, on peut se poser des questions. Mais on n'est pas tout à fait dans le terme de souveraineté. Ce qu'on peut dire quand même, c'est déjà que CDR, vous disiez, vous ne les connaissiez pas, c'est normal, ils sont plutôt discrets. C'est pas un groupe de private equity qui a grossi de façon absolument incroyable comme les autres sur les dernières années. C'est plutôt un groupe qui est spécialisé dans les partenariats industriels. C'est plutôt un groupe qui reste, ils ont fait des choses avec BSF notamment, c'est plutôt un groupe qui reste longtemps, 7, 8, 9 ans. Et c'est plutôt, alors encore une fois, les performances passées ou les actions passées ne préjugent pas les actions futures, mais qui est plutôt un développeur. Ils sont rentrés dans Rexel, ils sont ressortis de Rexel. Rexel avait augmenté, quasiment doublé son chiffre d'affaires et augmenté son nombre de salariés. Ils étaient également dans SPI, donc c'est pas forcément ceux qui vont arriver pour aller tailler dans la bête et tout de suite essayer de dégager du profit. C'est peut-être un premier élément de rassurance. Deuxième élément de rassurance, pour le moment, on parle de 50%. C'est-à-dire que 50%, il prendrait 50% d'Opella, les 50 autres restant à Sanofi. Là encore, Sanofi n'a pas vocation à rester, mais pourrait se désengager progressivement au long cours. Pour le moment, il reste quand même là. Et il y aurait cette espèce de surcouche, alors là, je ne sais pas ce que ça va donner, que voudrait rajouter l'État en disant « Ah, mais ce serait bien qu'il y ait peut-être une espèce d'accord tripartite dans lequel, finalement, la BPI viendrait également dans ce deal de façon à s'assurer que la préservation, non pas pour moi, encore une fois, des intérêts de souveraineté, mais peut-être plus d'emploi, de production locale, mais aussi, c'est tout à fait estimable aussi. Par contre, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Je préférerais qu'on se batte sur la souveraineté pour des biosimilaires, pour des traitements innovants, pour de faire les prochains GLP-1 tels que l'a fait Novo Nordisk au Danemark, plutôt c'est les médicaments anti-obésité, anti-diabète, anti-obésité qui sont en train de faire une révolution aux États-Unis, plutôt que de se battre pour le soldat paracétamol qui a déjà bien vécu et qui, au final, certes, a son utilité, vous l'avez dit, pour faire tomber la fièvre, mais c'est pas ça qui va guérir le cancer, David. Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue signé Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci Laurent. Merci David.